les riverains. Néanmoins, c'était peu de choses pour décourager les habitants de cette région montagneuse d'Afrique centrale. Chacun bravait à sa manière ces conditions de circulation difficiles. Certains portaient des bottes ou des chaussures à crampons. D'autres portaient tout simplement des sandales pour affronter cette gadoue. Mais la chose la plus improbable serait de rentrer le soir avec sa paire de chaussures au complet. Pour son escapade africaine, étant une Française authentique, Mathilde avait tout prévu. Des boots, des vieux jeans, des affaires usagées, etc. Munie de cet équipement, elle pouvait parcourir sans grande difficulté les terrains boueux et caillouteux d'Afrique. Au lendemain de cet orage, elle se réveilla avec légèreté et elle resta allongée sur le dos dans son lit fait de beaux draps fleuris sentant la bonne odeur. Ce matin-là, elle s'offrit quelques minutes de grasse matinée. Comme de coutume, son ex-belle-mère faisait un bref passage dans sa chambre chaque jour pour s'assurer que tout était propre sous la moustiquaire. Mathilde la surprenait dans son inspection quotidienne en train de changer les draps d'une seule nuit. Elle s'écriait: Ah non, non, la mère, c'est bon, c'est propre. Mais la mère, entre parenthèses, appellation affectueuse en Afrique adressée à toutes les femmes en âge d'enfanter. La mère ne prêtait guère attention à ses paroles. Elle lui souriait en guise de réponse. Puis, elle lui disait: J'ai vu un moustique s'emmêler les pattes sur ta moustiquaire, alors je change tout. Elle lui rappela ainsi son rôle d'hôte qui lui incombait et sa responsabilité de maîtresse de maison, ayant le devoir de veiller au bien-être des siens. Ce rôle d'hôtesse illustre lui tenait à cœur. Elle lui disait ensuite: Je ne veux pas que tu tombes malade ici. Les moustiques y ont peut-être déposé leur dard. Tu n'es pas comme nous. Nous, les Noirs, nous sommes habitués aux piqûres de ces bestioles, au paludisme et à la fièvre jaune. Mais toi, tu es une blanche. Tu dois faire attention à tout. Tu as compris, Matt? Déclara la bienveillante mère de famille. Dans la région, on l'appelait aussi communément Magne. Entre parenthèses, c'est ainsi qu'on appelle les femmes qui ont eu des jumeaux ou des jumelles. Mathilde lui souriait en retour et tournait les talons. Par ailleurs, elle constata avec désarroi qu'être une femme blanche en Afrique est une étiquette lourde à porter, comportant des biais interprétatifs à connotation hygiénique. Qui plus est, la femme mûre insinuait qu'elle aurait un organisme fragile, aseptisé par son existence européenne. Ce qui était loin d'être une hérésie au vu des conditions de vie de la population locale. Ce jour-là, Mathilde se leva à 7h30. Elle savait que le marché avait déjà commencé. Elle ouvrit la fenêtre de sa chambre et fut éblouie par la lumière du jour. C'est avec stupeur qu'elle remarqua les dégâts causés par la pluie torrentielle de la veille. Les bananiers étaient renversés, les régimes de plantains pendouillaient, toutes les plantes monocotylédones vivaces avaient été courbées par les rafales du vent.
Les branches, les manguiers et les troncs d'avocatier s'étaient cassés par la force de la tempête. On voyait les champs de maïs qui étaient ébouriffés à cause de la puissance de la tornade. Mais même les pistes et les routes du quartier étaient méconnaissables, car le passage des eaux déferlantes de l'orage les avait transformés en monticules de terre et en sillons. On apercevait le reste des eaux de pluie ruisselant encore lentement dans les canaux creusés par la houle. De part et d'autre du chemin, il y avait des flaques d'eau et des petits marigots. Mathilde refusait de croire que c'était uniquement la pluie torrentielle qui était à l'origine de ce désastre écologique. Pourtant, elle était accoutumée aux pluies torrentielles d'Afrique. Mais, ce matin-là, devant ce spectacle de destruction de la nature, elle avait vraiment du mal à l'admettre. Paradoxalement, elle prenait plaisir à croire que l'océan Atlantique s'était troué et avait laissé dévaler son courant dans cette région de l'ouest du Cameroun, alors que la ville de Bafoussam est fort éloignée de la côte littorale. Malgré ce mini-cyclone, il se dégageait dans l'atmosphère une odeur de fraîcheur naturelle. Mathilde humait avec avidité ces odeurs biologiques. Ce spectacle désastreux ne la retint pas longtemps au bord de la fenêtre de sa chambre. Elle se prépara prestement, car elle savait qu'elle était en retard. Parce que, en Afrique, le soleil se lève très tôt. Avec son lever, commencent également les premières occupations journalières. Elle devait se rendre au marché avant que les premières clientes ne se pointent devant les comptoirs. Elle aiderait aussi Magne, qui était déjà parti, à installer la table, le parasol et à disposer la marchandise sur son étal. Comme d'habitude, elle prendrait son petit déjeuner sur la place du marché, chez une marchande de beignets bouillis haricots. Elle arriva au marché vers 8h30 et trouva que Magneux avait déjà tout installé et avait même déjà servi ses premières clientes. Mathilde s'excusa de son retard auprès d'elle et essaya de trouver une occupation en rangeant un peu les tas de poissons fumés que Magne avait disposés sur le comptoir. Puis, elle alla acheter le petit déjeuner au stand de beignets bouillis haricots. Les deux femmes prirent leur petit déjeuner ensemble avec une complicité déconcertante. Devant les yeux ahuris des autres vendeuses et des passants. Ces badauds étaient très surpris de l'attachement quasi ombilical qui liait la femme mûre noire et la jeune femme blanche. Mathilde restait auprès de Magne presque toute la matinée. Elle aida aussi dans les petites tâches commerciales, emballer les denrées, fournir les poches plastiques aux clients, etc. Puis, vers 11h, presque en fin de matinée, elle se rendit à l'échoppe de Jean, son ex-beau-frère. Ce serait l'occasion de bavarder tranquillement, tous les deux, de parler des faits divers survenus au village durant la semaine. Mathilde, mais aussi de discuter de choses et d'autres. Elle ne resterait pas les bras croisés. Dès que ce serait nécessaire, elle donnerait aussi un coup de main. Par exemple, pour servir le riz, le tapioca, entre parenthèses, semoule de manioc, en les mesurant par verre et non en kilos.
en mesurant le pétrole domestique et l'huile de palme par bouteille d'1 litre, et en vendant d'autres denrées de première nécessité, en les pesant à la balance. Mathilde savait qu'elle n'avait pas droit à la moindre erreur en procédant à ces différentes mesures. Elle le savait si bien qu'elle y mettait beaucoup de sérieux dans son service. De toute façon, Jean ne s'éloignait pas d'elle. Il y veillait au grain. Jean était cependant heureux de constater qu'il y avait beaucoup plus de clients à l'échoppe que d'habitude depuis que Mathilde venait y travailler. Ces nouveaux acheteurs venaient surtout parce qu'ils étaient piqués par la curiosité. Ça devait être grisant pour certains d'être servi par une femme blanche. En Afrique, ça ne courait pas les rues de se faire servir les denrées de première nécessité par une occidentale venue se confronter à leurs conditions de vie. Mais lorsque Jean voyait cependant des gamins entrer dans sa boutique, il avait toujours l'œil aux aguets. Voilà donc un matin, un gamin entra à l'échoppe et tendit à Mathilde une pièce de 100 francs CFA. Le garçonnet avait une mine complètement défaite. Il était sale et un peu maigrichon. Le cliché d'enfant africain faisant partie de l'imaginaire des populations occidentales. Il affichait un air malheureux en s'adressant à Mathilde, d'une voix tremblante, sans achever sa phrase et avec beaucoup d'hésitation. Il lui dit « Je veux une ». Jean arriva et là, sur le coup, il changea d'aspect. Un sentiment d'agressivité se dégageait de son regard. La rage lui montait au ventre comme la moutarde monte au nez. Parce que sur le moment, il voyait dans les yeux de Mathilde une envie de se transformer en ambassadrice de l'UNICEF ou en Mère Teresa. Sous l'une ou l'autre de ces étiquettes, elle pourrait ainsi vider sa boutique et distribuer toutes les denrées alimentaires à tous les enfants faméliques de la région. Mathilde s'approcha délicatement du garçonnet. « Ah, qu'il est mignon !» déclara-t-elle. Elle lui prit la main qui tenait la pièce de monnaie et lui demanda « Qu'est-ce que tu veux, mon chou ?» Jean se précipita et riposta « Eh oh, laisse-moi lui parler, mignon, mon chou, ça suffit. Et puis quoi encore? Tu ne veux pas l'adopter pendant que tu y es? L'arche de Zoé, c'est bon, on connaît le résultat. » Jean se mit dans un état second et invectiva le garçon à travers un monologue. « Hé, Tala, qu'est-ce que tu veux? Qui est-ce qui t'a envoyé? C'est ton grand frère, n'est-ce pas? Ta grande sœur? Dis-moi, parle. Pourquoi tu fais le malheureux? Pourquoi tu fais celui qui n'a pas mangé depuis 15 jours? Je t'ai vu ce matin au hangar de beignets haricots. Tu as mangé. Pourquoi tu viens déranger, hein? Parce qu'il y a une femme blanche à la boutique. Réponds. Ne fais pas le muet. Maintenant, rentre chez toi. Je ne veux plus te voir ici. Va dire à la personne qui t'a envoyé qu'ici, on vend les denrées, qu'on ne les distribue pas. D'accord? Voilà pour aujourd'hui une partie de la lecture de la danse des canards, roman sociologique, en 3 parties. 3 couples qui sont mis en exergue, qui sont exposés, dont le récit est détaillé de façon romanesque. Vous allez le découvrir vous-même, soit en fichier numérique, soit en version papier que vous pouvez commander sur Amazon. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Au revoir.